La fange mordrue n'était qu'à 200 mètres de la masure, tout au plus. À l'approche de la souille, le sol était remué presque partout. Il avait été retourné par les sangliers qui, de leurs groins, chassaient les vers et les larves d'insectes. Les troncs étaient maculés de boue et de poils, étalés par les cochons en se frottant contre l'écorce. Jules nous fit allonger au pied d'un aulne décharné, souillé comme les autres arbres. La terre moite dans laquelle nous étions couchés, mouillée de déjection, dégageait une odeur d'urine, de lisier et de pourri. D'un mouvement infime du menton, Jules nous indiqua la bauge. En son sein, une laie énorme se vautrait dans l'eau croupie. La bourbe fumante produisait un mince brouillard, muant l'animal en un fantôme aux dimensions colossales. Sous ses fesses couvertes d'un poil dru, ses cuisses étaient celles d'un cheval de trait. Une dizaine de marcassins s'ébattaient à côté de leur mère, ils clapotaient dans les flaques, pataugeaient dans la gadoue, ils fourraient leurs groins mouchetés de taches brunes. Parfois, un jeune attrapait une tétine de sa mère. La Mao le chassait d'un coup de patte. Il roulait dans la boue en poussant de petits cris. L'ombre de la nuit se préparait à envahir la fange, quand Jules, un éclair de défi dans le regard, murmura « Chiche qu'on lui touche son gros cul !» Arthur n'eut pas le temps de protester que Jules, à quatre pattes, s'élançait sans bruit dans le bourbier. En un instant, il rejoignit la bête. Il releva la tête, nous fit un clin d'œil, et d'un coup sec, tira sur le toupet de soie pendu entre les cuisses énormes. La Mao rugit, se retourna, chargea de toute sa masse. Jules avait déjà grimpé dans un saule repéré à l'avance. Folle de rage, l'allée tournait autour de l'arbre, donnant des coups de boutoir à la base du tronc. À chaque impact, le bois gémissait. Le groin de la femelle exhalait une haleine billeuse. Sa gueule ouverte arborait de puissantes canines pareilles aux défenses d'un vieux mâle. À côté de moi, j'entendais claquer les dents d'Arthur. « Foutez le camp !» hurla Jules. Je revois encore aujourd'hui l'attaque de l'allée. Petit à petit, l'obscurité nous enroba. Sans bruit, Braque se leva, alluma un flambeau et en perça le cœur du bûcher. Défiant les ténèbres, les flammes s'élevèrent aussitôt pour rejoindre les étoiles. Mais la paille se consuma, le feu s'attiédit. Aristide prit sa guitare, il la posa avec délicatesse sur son genou et entama une ode au feu. Les notes dociles s'envolaient pour se mêler aux flammes indécises. Seul le crépitement du bois et l'humble mélodie troublaient le silence de la nuit. Sur un coup de vent, les braises se ranimèrent, les brandons craquèrent. Le feu se fit plus vif. Répondant à cet appel, le musicien fouetta sa guitare et lança un bella ciao ardent. Les flammes jouaient dans l'obscurité, pareilles à des tziganes vêtues de feu. En leur clarté se dessina devant mes yeux la montagne. À ses pieds grouillait une nuée noire. Seule dans la rocaille brillait une fleur. Parée de sa robe de lin, une fille humait son parfum dans le noir. Belle au revoir, belle, belle, bella ciao. C'était la fleur des partisans. La fleur de la liberté. À nouveau, les cordes claquèrent, m'arrachant à mon rêve éveillé. Je ne pouvais comprendre ce que signifiaient ces images. Aristide, en transe, enchaînait sur une série de chants révolutionnaires, italiens, russes, cubains. Au son de sa guitare, les pipistrelles dansaient un tango effréné. Enchanteur mélomane, cet homme domptait les éléments. Les flammes allaient au gré de sa musique, tantôt plus tendre, tantôt plus vide. Aristide! Jamais je n'ai connu pareil musicien. Chantant au rythme de ses doigts fins, sa guitare nous ouvrait aux vastes plaines, aux rivières, aux collines,
aux étoiles. On vient de l'entendre, dans ce premier roman, Olivier Terlinden aime se plonger dans la nature, mais aussi dans la matière de la nature, sa fange, le feu, la beauté, mais aussi la putréfaction. Il révèle dans ce roman un texte qui est très très surprenant. Il est d'une facture plutôt classique, mais il raconte merveilleusement une histoire et qui touche à un des lieux familiers de la littérature, qui est celui de la transmission et du rapport magique entre un vieil homme et un enfant. C'est à la découverte de la forêt, dans un triangle magique et mystérieux, un vieil homme, un enfant et la nature, plus précisément la forêt. Olivier Terlinden nous convie à des noces, à des agapes, à des rencontres sensuelles et intimes avec la nature. C'est un roman touffu, baroque à certains endroits, et pleinement amoureux de son sujet. Olivier Terlinden est agronome de formation et il aime photographier la nature. Il est donc très proche de son sujet, mais encore faut-il savoir le décrypter, et c'est tout l'art d'Olivier Terlinden dans ce très beau roman, Au-delà du vieux mur.